Donc, effectivement, la géomécanique appliquée au stockage profond des déchets radioactifs, c'est un sujet qui occupe les enseignants-chercheurs de Polytech Lille et précédemment de l'EDIL, bien sûr. Depuis 35 ans, je ferai un petit historique tout à l'heure. J'ai une présentation qui est en deux parties. Une partie très générale qui est une partie qui explique le contexte, qui explique les enjeux, de quoi on parle, et aussi qui explique un peu l'outil, l'objet, plutôt que l'outil, l'objet sur lequel on travaille depuis quelques années. Et ensuite une partie 2, un peu plus scientifique, qui va prendre un axe particulier autour de la géomécanique chez nous. Alors, l'histoire de notre thématique de recherche, elle commence principalement avec la production d'électricité en France, ce qu'on appelle le mix électrique. Ce mix électrique, vous avez une carte du monde, vous voyez, avec une échelle donc d'intensité carbone. Vous voyez que la France occupe une place tout à fait particulière, même singulière, puisque dans le monde, c'est pratiquement le seul pays qui a une population qui dépasse 20 millions d'habitants et qui a une intensité carbone de production d'électricité très faible. Je vous ai mis quelques chiffres. La moyenne européenne, la moyenne mondiale, la France, bien sûr, très largement en dessous. Alors tout ça, ça s'explique lorsqu'on regarde comment est constitué ce mix. On va se contenter de regarder l'année 2023, de toute façon, c'est à peu près constant. Si on regarde l'année 2023, la France a produit à peu près 500 TWh d'électricité sur cette année, et 60%, un peu plus de 60% sont dus à une production électronucléaire, bien sûr complétée par de l'hydraulique, un peu d'éolien, de solaire, mais c'est cette production électronucléaire qui domine totalement le mix électrique français depuis de nombreuses années. Et cette production électronucléaire, eh bien, elle est associée à une intensité carbone qui est très faible. Ce sont les chiffres de l'ADEME repris sur le site. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, mais c'est pas moi, c'est sur le site de l'ADEME. C'est une capture d'écran. Donc, vous voyez, une valeur très faible en comparaison, bien sûr, des énergies fossiles que certains de nos voisins utilisent encore, notamment en Allemagne et en Pologne. Alors, ce mix électrique, bien sûr, il a donc un certain nombre d'avantages, puis malheureusement un certain nombre d'inconvénients. Et parmi ces inconvénients, bien sûr, on a la production d'un certain nombre de déchets radioactifs qui sont par définition des substances pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est envisagée. Sinon, ça reste des matières radioactives. Alors, ces déchets radioactifs sont inventoriés donc dans un inventaire national. En 2024, ils représentaient à peu près 1,8 million de tonnes de déchets, produits par environ 1000 producteurs en France. Donc, je l'ai dit, principalement l'électronucléaire, la filière électronucléaire, mais aussi la recherche et le médical. 97% de ces déchets sont des déchets de très faible activité, donc avec une activité spécifique inférieure à 100 becquerels par gramme. C'est un peu compliqué de transformer ça en une dose classique que peut recevoir un Français annuellement, mais c'est une valeur extrêmement faible. Et 90% de ces déchets vont être stockés de manière définitive en surface, le temps qu'ils ne soient plus dangereux en activité. Donc les vrais enjeux, en fait, se portent sur deux catégories de déchets spécifiquement. Ce qu'on appelle les déchets haute activité, donc c'est plus d'1 Tbecquerel par gramme. Actuellement, on a 3500 mètres cubes. 3500 mètres cubes, c'est une piscine olympique, à peu près, l'ordre de grandeur, de produits. Et on envisage un stockage à terme d'environ 10 000 mètres cubes. En tout cas, il est dimensionné pour ça. Et puis, on a aussi les déchets moyenne activité, donc entre 1 méga et 1 giga becquerel par gramme, mais avec une vie longue, c'est-à-dire une demi-vie qui dépasse 30 ans. Une demi-vie qui dépasse 30 ans, ça veut dire qu'au bout de 300 ans, des déchets moyenne activité vont avoir leur activité divisée par 1000 et donc passer dans la catégorie de faible activité. 50 000 m3 produits actuellement et on envisage 75 000 m3 de déchets. Alors, ces déchets sont stockés provisoirement, bien sûr, dans des fûts, dans des colis. À gauche, vous avez une représentation typique pour des déchets moyenne activité, dans un colis en béton avec plusieurs fûts, et à droite, un fût pour haute activité.
C'est l'ANDRA, donc l'Agence nationale de déchets des déchets radioactifs, qui est un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, qui travaille sur cette question depuis 1983. Et en 2005, eh bien, une loi a été votée pour entériner, en tout cas à cette époque-là, la solution d'un stockage en formation géologique profonde. Plusieurs sites avaient été envisagés, mais le site qui a été retenu, c'est celui de Bure, qui est à cheval entre les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. C'est une zone de 250 km², avec une formation géologique qui est une couche argileuse très stable depuis plusieurs centaines de millions d'années, et avec des propriétés physico-chimiques qui sont normalement suffisamment bonnes pour permettre le confinement, hein, c'est le mot-clé, il va revenir plusieurs fois, le confinement de la radioactivité à très long terme. Alors si on zoome un petit peu, la zone de 250 km² donc, est représentée à peu près sur le schéma. À l'intérieur, il y a une zone plus spécifique d'environ 20 km² qui est la ZIRA, la zone d'intérêt de reconnaissance approfondie, donc voilà, autour de la commune de Bure. Alors, ce stockage n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Nous, notre objet d'étude, c'est le laboratoire souterrain. Le laboratoire souterrain de l'ANDRA, qui a été créé comme un prototype, dans lequel il n'y a aucun déchet radioactif, qui a été créé à partir de l'année 2000. Il y a un peu plus de 2 km de galeries aujourd'hui qui ont été excavées, avec 2 puits d'accès. Et l'ANDRA, eh bien, continue de tester depuis de nombreuses années, les solutions technologiques, les réponses aux questions scientifiques dans ce laboratoire souterrain qui est, à très peu de choses près, à 500 mètres en dessous du niveau du sol, 490 mètres. Alors ça, c'est le laboratoire souterrain. Le projet CIGEO lui-même, il est juste à côté, mais il n'existe pas encore. C'est le même principe. Donc la couche d'argilite est représentée ici, à peu près à moins 500 mètres. Les installations seront centrées dans cette couche-là. Et on a une zone de puits avec donc des accès pour les personnes et les matériels. Et puis également une zone de descendrie, donc cette fois-ci pour acheminer les colis par un système de funiculaire. Les 5 fonctions de ce projet, c'est bien sûr d'abord de confiner les substances radioactives. C'est là-dessus que nous travaillons principalement au LabCube. Un petit schéma temporel. Alors, ce schéma temporel, nous, bien sûr, on est à gauche. Hein, on est non plus dans la phase de conception initiale en vert, mais on est dans la phase bleue, qui est l'instruction du dossier de demande de création, donc ce qu'on appelle la DAC. En fait, il se trouve que hier, si vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, mais l'instruction de ce dossier vient de se terminer. Ensuite, on rentrera dans une phase de construction initiale avec des colis factices, hein, donc horizon 2050. À partir de 2050, on aura des premiers colis, vraiment des vrais, qui seront installés. On sera toujours dans une phase industrielle pilote. Et puis ensuite, on partira pour une exploitation assez longue, avec une construction en même temps. Donc il y a de la coactivité, ça va être un peu compliqué, bien sûr. Jusqu'à une loi qui devrait autoriser la fermeture, qui n'est pas planifiée encore. Évidemment, on est très très loin de ça. Et donc une fermeture définitive, en tout cas c'est le scénario qui est prévu pour l'instant, et puis ensuite phase de monitoring, de surveillance. Quelques images de ce qui est prévu, de l'état du projet lorsque tout sera fermé. Donc vous retrouvez ici des galeries, un puits, l'accès des colis, et chacun des accès sera scellé avec un ouvrage de fermeture. Donc par exemple, si je prends celui-ci, pour la descendrie, vous voyez, donc le cœur de l'ouvrage de fermeture, c'est un noyau qui est fait d'argilite, qui va gonfler. Hein, ce sont des déblais qui seront directement extraits de la construction, avec deux massifs d'appui en béton, et derrière du remblai qui permettra de maintenir tout ça en place.
Alors, les grandes questions scientifiques de CIGEO, bien sûr, elles recouvrent tous les domaines scientifiques ici. C'est des questions autour de l'altération des colis et des matrices. Hein. Je fais des choses assez rapides. La fiabilité des différentes barrières. Hein. L'ANDRA, le principe de démonstration de la sûreté, c'est d'empiler des barrières les unes derrière les autres. Donc 2 barrières au minimum indépendantes pour les situations normales de fonctionnement. Et puis en situation accidentelle, l'existence d'au moins une barrière qui permettra de maintenir le confinement. La question donc, du confinement des radionucléides sur des temps très longs, 10 000, 100 000 ans, hein, vu les périodes, les demi-vies de certaines espèces. Donc là, on est plutôt sur des choses scientifiques dures, on va dire classiques. Et puis, on a aussi beaucoup de questions qui se posent, cette fois-ci, sur des domaines plus SHS, ou voilà. On a des questions notamment de mémoire. Hein, comment va-t-on faire pour transmettre la connaissance, pour transmettre les informations sur un certain nombre de générations? Comment va-t-on mettre en place une responsabilité intergénérationnelle, c'est-à-dire que chaque génération va être capable d'expliquer à la suivante, alors qu'ils n'auront rien vu, hein, ça sera fermé depuis longtemps, comment chaque génération va expliquer à la suivante que, attention, là, il faut quand même continuer à suivre, c'est important. Et puis, il y a aussi une question d'acceptabilité, tout simplement, acceptabilité du grand public, avec un maximum de transparence et un maximum d'information. Alors, du coup, j'ai pas regardé combien de temps. Ouais, je vais vite, c'est bien. Alors, je passe à la partie 2. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi donc, de prendre vraiment un des objets qui nous intéresse le plus ici, c'est la roche. Donc, cette roche, hein, cette couche d'argilite, qui est l'ultime barrière. En tout cas, c'est conçu comme ça. Comment cette roche fonctionne, quelle est sa constitution, et puis qu'est-ce qui se passe lors de la construction, puisque lors de la construction, en fait, eh bien, le procédé va venir fracturer cette roche, ce qui évidemment, vis-à-vis du confinement, n'est pas quelque chose qui est très conforme à ce qu'on attend. Alors, d'abord, quelques mots sur l'argilite elle-même. Donc, je l'ai dit, c'est l'ultime barrière. C'est une formation argileuse qu'on appelle du canovo oxfordien. Alors, nous, on dit jamais comme ça, on dit cox. Hein, le cox, donc vous m'entendrez dire ça, c'est le nom de cette roche, qui a une épaisseur comprise entre 140 et 160 mètres, hein, et avec des caractéristiques qui sont acquises très tôt dans l'histoire géologique. Hein, c'est une formation qui a très peu varié, et qui a aussi très peu de variabilité horizontale sur toute la zone de 250 km² dont j'ai parlé au tout début. Donc, vous avez quelques photos ici, hein, vous voyez, c'est une roche argileuse, hein, donc quand on la manipule, ça ressemble à une pierre, ça ressemble à un morceau de béton, voilà, c'est pas une argile telle que ce que vous pourriez creuser au fond de votre jardin, voilà, c'est tout à fait différent. Ces caractéristiques, donc c'est une matrice argileuse avec tout un tas de minéraux, donc principalement des carbonates, du quartz et un peu de feldspath, qui a une porosité environ 17%. Donc c'est quand même une roche assez poreuse, hein, 17% c'est beaucoup, mais cette porosité est tout à fait particulière, elle est extrêmement petite, puisque le diamètre moyen est autour de 30 nanomètres. Donc c'est une roche que nous on qualifie de nanoporeuse. Une teneur en eau naturelle autour de 7%, la teneur en eau chez nous, c'est la masse d'eau divisée par la masse sèche, c'est-à-dire une fois que le matériau est complètement sec. Donc 7% d'eau par rapport à la masse solide, on va dire. Et la structure, c'est une structure faite de plaquettes, donc plaquettes argileuses. Alors, c'est une structure tout à fait particulière qui a une capacité de rétention d'eau et de rétention des radionucléides qui est tout à fait intéressante pour notre application ici. Et puis, c'est aussi une roche argileuse, comme beaucoup de roches argileuses, qui a un potentiel de gonflement. C'est-à-dire que si on augmente la quantité d'eau, eh bien son volume va augmenter. Les argiles gonflantes, on en entend parler parfois pour des sinistres dans les maisons, dans certaines régions. Le gonflement va nous permettre de refermer, hein, c'est ce qu'on appelle de l'autocolmatage, va nous permettre de refermer un certain nombre de fissures, un certain nombre de porosités, de manière à augmenter les capacités de confinement. Alors, parmi toutes ces propriétés, il y en manque une,
c'est la plus importante en fait pour nous, ce sont les propriétés de transfert. Parce que cette roche a été surtout choisie pour son côté imperméable. Donc les propriétés de transfert, ce qu'on appelle la conductivité hydraulique. Alors la conductivité hydraulique, en mètres par seconde, 10 puissance moins 14, vous imaginez que c'est la vitesse d'avancement d'un front, d'un fluide, par exemple de l'eau, moyen, comme si tout était homogénéisé, donc 10 puissance moins 14 mètres par seconde, une vitesse extrêmement faible. Nous, en fait, physiquement, on parle plutôt de la perméabilité, mais ça va peut-être moins vous parler si vous ne connaissez pas ces choses-là. La perméabilité intrinsèque est autour de 10 puissance moins 20 mètres carrés, ce qui est évidemment aussi très faible. Ce sont deux grandeurs qui sont complètement reliées. Alors, un petit point pour voir comment on mesure ça. Alors, la perméabilité, c'est vraiment un des cœurs de métier de l'équipe Géom au LabCube et de plusieurs enseignants-chercheurs ici à Polytech. Donc, ça remonte à Darcy. Darcy, c'est un ingénieur des ponts et chaussées qui a travaillé en Bourgogne, dans la région de Dijon. Si vous allez à Dijon, vous pouvez faire la route des vins, mais vous pouvez aussi voir la statue de Darcy. Et Darcy a été le premier à mettre en place des manips extrêmement simples de mesure de vitesse ou de débit, de passage d'eau, de transfert d'eau au sein d'un matériau, un sable, une argile, voilà. C'est ce qu'on appelle un perméamètre. Alors évidemment, le principe du perméamètre qui est décrit ici est extrêmement rudimentaire. Et un des savoir-faire de l'équipe Géom, c'est notamment d'avoir développé des systèmes qui permettent de mesurer des perméabilités pour des matériaux qui sont très peu perméables, donc des valeurs de perméabilité très très faibles, ce qui n'est pas possible avec un périmètre comme celui-ci. Et je disais donc 35 ans de recherche à Polytech Lille. Pourquoi ? Parce que tout ça a commencé, on va dire, au début des années 80, ou au milieu des années 80. Donc j'ai refait l'inventaire des gens qui sont à Polytech. Alors il y en a qui n'étaient pas à Polytech, mais qui travaillaient quand même avec nous, qui sont encore ici d'ailleurs, que certains, sous la direction de Jean-Pierre Henry, qui a été le premier à l'EDIL à travailler sur ces thématiques-là. Par ordre chronologique, Jianfu Shao, que vous connaissez peut-être, qui est encore actif parmi nous, et Eric Morel, qui est parti à la retraite il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Donc, qui ont soutenu leur thèse en 1987. Frédéric Scodilas, qui était à Centrale, mais qui était quand même très proche de nous et qui a toujours travaillé avec nous. Dimedo Kondo, certains connaissent peut-être, qui est parti en 2010. Et puis Gilles Duvaux, qui est toujours bien sûr parmi nous, encore ici. De recherche à Polytech, c'est bien sûr, donc, comme je l'ai dit, les matériaux, le COX, mais également les bétons. Notre cher directeur a beaucoup travaillé sur les bétons en drap. Du coup, je ne vais rien dire parce que sinon, je vais dire des bêtises. Mais également les structures. Les structures en drap, donc les ouvrages de scellement, les galeries d'excavation. Les galeries d'accès, pardon. Avec des approches qui sont principalement expérimentales. C'est ça le cœur de métier de l'équipe. Mais également théoriques. Notamment Jianfu a développé beaucoup de choses autour de la micromécanique, et puis plus récemment, des approches autour de la modélisation numérique par élément fini, ce qui est plutôt mon domaine. Alors, un point particulier, donc ici, comme je disais, c'est la question qui occupe l'Andra depuis très longtemps, de la zone fracturée, qu'on appelle en champ proche, c'est-à-dire autour de l'excavation, quand on excave une galerie ou un alvéole. Creusement de la roche, ce creusement, quelle que soit la technique utilisée, va conduire à une zone qui va être très fracturée autour de cette roche. Vous avez ici une représentation schématique. Vous voyez à peu près le diamètre de 5 mètres de l'excavation. Et vous voyez, on s'étend à peu près d'autant de ce diamètre à gauche et à droite. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est limité à une zone très très proche. Et en plus, il y a une très forte dépendance à l'orientation selon laquelle on va creuser. Donc là, vous avez typiquement une galerie qu'on appelle la galerie GCS, donc qui est creusée dans la direction de la contrainte horizontale principale. Et vous avez ici une autre vue, qui est une vue schématique, bien sûr, cette fois-ci, qui est une galerie qui est la galerie GED,
Et la galerie GED, elle est orthogonale à la galerie GCS, elle est creusée dans la direction de la contrainte principale mineure. Et vous voyez que la forme des fractures, des fissures autour de cette excavation n'ont absolument rien à voir. Alors Landra a beaucoup travaillé là-dessus et a travaillé notamment au début des années 2010 sur la reconnaissance in situ de ces fissures. Donc vous voyez ici une image qui est issue d'un certain nombre de forages. Vous voyez, chaque tube ici est un forage qui a été fait de manière à aller sonder quelles étaient les fissures. Et on a deux couleurs principales, le rouge qui sont des fissures dites d'ouverture, de mode 1, des fissures de traction, et puis majoritairement du vert ici qui sont des fissures, cette fois-ci de cisaillement, donc c'est-à-dire deux zones qui vont glisser l'une sur l'autre, mais pas forcément avec une ouverture. Alors nous on a beaucoup travaillé là-dessus, et pour travailler là-dessus, en termes de modélisation, on utilise ce qu'on appelle la mécanique de la rupture. Alors comme j'ai 5 minutes encore, je vais faire un petit historique de la mécanique de la rupture, parce que je pense que c'est assez intéressant. Je vais faire le tout début et la fin. Alors le tout début, c'est Griffith. Griffith, c'est les années 1920. Griffith, c'est un physicien, mathématicien, qui a posé les bases énergétiques de la mécanique de la rupture. C'est le premier à avoir compris que pour répondre à la question de comment une fissure se propage dans un milieu, il faut faire un bilan énergétique en combinant deux choses. D'une part, l'énergie élastique qui est dans le système, et d'autre part, l'énergie de surface qui est créée lorsque on crée une fissure et que donc on sépare deux éléments. Alors, je vous propose une petite explication, je pense, relativement simple, mais comme je vais aller vite, c'est pas sûr. Imaginez la situation suivante, une plaque, un objet tout à fait simple. Il va se passer deux choses. D'abord, autour de cette petite fissure, dans un voisinage, que j'ai représenté ici par ce cercle, eh bien, les contraintes vont diminuer. On dit que les contraintes vont se relaxer. Et donc, l'énergie élastique va diminuer. Comme la zone est petite, la quantité d'énergie élastique qui va être relaxée est relativement faible. D'un autre côté, je fais le bilan énergétique, je viens de créer une surface supplémentaire et donc j'ai besoin d'apporter de l'énergie et donc l'énergie de surface, elle, va augmenter. Au total, si je prends l'énergie totale de mon système, l'énergie totale de mon système va augmenter. D'accord ? Le terme WS va l'emporter sur le terme WE. Et si l'énergie totale de mon système augmente, c'est que ça ne va pas arriver. Donc je suis dans une position qui est parfaitement stable, une position d'équilibre qui est parfaitement stable, et ma fissure ne va pas se propager. À l'inverse, vous l'avez compris peut-être déjà, si je pars d'une fissure qui est plus longue, si A est plus grand, la zone, et que je veux toujours, bien sûr, augmenter, la faire se propager de la même quantité delta A, cette fois-ci, la zone de relaxation des contraintes va être beaucoup plus grande. Donc la quantité d'énergie élastique qui va être relaxée va être beaucoup plus importante. Et c'est ce terme-là qui va l'emporter maintenant, en comparaison de l'énergie de surface, qui, elle, va être la même, puisque le delta A est le même des deux côtés. Et cette fois-ci, eh bien, je vais être dans une situation où l'énergie totale du système va diminuer, donc le système a tout intérêt à aller dans cette direction-là, et je suis dans une position instable, et la fissure va se propager. C'est un résultat qui est classique aujourd'hui, mais en 1920, c'était révolutionnaire. L'idée de comprendre que les petits défauts ne posent aucun problème, ils sont stables, mais que les gros défauts, eux, par contre, vont conduire à une rupture, à une propagation de cet élément. Alors ça, c'est le tout début de la mécanique de rupture. Quand on regarde la fin, alors je suis en 1998, c'est pas la fin complètement non plus, en 1998, eh bien, après pas mal de travaux qui étaient très intéressants, il y a eu une reprise en main complète de la théorie de la mécanique de rupture autour de ce qu'on a appelé la formulation variationnelle de la mécanique de rupture, qui reprend la même idée de Griffith, mais qui l'a écrit dans un langage mathématique un peu plus complet, donc au sens des variations, mais on retrouve l'énergie totale avec l'énergie élastique et l'énergie de surface. Et cette fois-ci, cette formulation, elle a un avantage très important sur la formulation de Griffith. Vous avez compris que la formulation de Griffith, il y avait une fissure qui existait. Et puis j'ai voulu faire croître cette fissure.
la formulation de Griffith ne permet pas de nucléer de nouvelles fissures. La formulation variationnelle le permet, et ça a été aussi une révolution importante. Alors c'est quand même un problème extrêmement compliqué à résoudre, parce qu'il faut minimiser cette énergie, et il faut la minimiser en trouvant, bien sûr, ce qu'on appelle le champ de déplacement, c'est-à-dire la résolution classique d'un problème de mécanique, mais en plus, il faut trouver le champ de contrainte, le chemin des fissures. Et donc ça, c'est un problème qui est extrêmement difficile, qui a été principalement régularisé mathématiquement par tout un tas d'artifices et qui a donné lieu à des méthodes qui sont connues notamment chez nous, mais pas que chez nous, parlons donc les méthodes à champ de phase. Nous, récemment, on travaille, donc ça c'est le travail de thèse de Guilherme Botelho, qui est en fin de 2e année, sur une nouvelle approche, sans régularisation, couplée avec la méthode des éléments finis, qui est la méthode de choix qu'on retient nous. C'est la méthode des éléments finis dans laquelle on va ajouter des discontinuités pour paramétrer justement cet inconnu ici, qui est le passage, le lieu des fissures. Ça reste toujours un problème de modélisation extrêmement compliqué à résoudre, mais c'est quand même quelque chose qui est un progrès extrêmement important vis-à-vis de la nucléation, mais aussi vis-à-vis d'autres situations. Guilherme va soutenir fin 2026, j'en dirai pas plus. Voilà, j'ai terminé avec quelques conclusions. Alors, donc vous l'avez compris, le projet CIGEO, c'est un projet qui est quand même un projet avec un fort enjeu sociétal. D'ailleurs, il y a régulièrement à l'actualité des débats autour de ce projet-là. Sur un projet sur très long terme, je ne pense pas en Europe ou dans le monde actuellement qu'il y ait beaucoup de projets qui planifient des choses à 150 ans. Ça occupe beaucoup, pas à 100%, mais ça occupe, on va dire, allez, je vais me lancer dans une approximation, mais au moins 50% du temps recherche des personnels de l'équipe Géom et notamment à Polytech. Je ne l'ai pas dit, mais l'équipe Géom à Polytech, c'est 16 équivalents temps plein permanents, chercheurs et personnel d'appui à la recherche. Donc 2 tiers à Polytech et 1 tiers à Centrale, on va dire. Et puis il se trouve que l'avis donc sur la demande de création, d'autorisation de création de CIGEO a été rendu par la SRN hier. Donc je suis allé voir. Et bon, je l'ai lu, on ne va pas tout relire, mais la SRN donne globalement un avis positif sur CIGEO, en disant que l'évaluation de la sécurité en exploitation a atteint un niveau de maturité qui est conforme, que l'évaluation de la sécurité post-fermeture a également atteint un niveau de maturité qui est conforme. Et bon, évidemment, il y a un certain nombre de recommandations quand même. Il faut travailler sur un certain nombre de compléments, consolider certaines questions. Et alors, parmi la liste, évidemment, j'ai retenu celles qui nous intéressent, c'est notamment les ouvrages de scellement qui restent encore une question extrêmement complexe. Et puis, l'avis à la SRN reprécise le calendrier. Et donc, le calendrier, début des travaux de terrassement en 2028, début des creusements des liaisons vers le fond en 2035, construction des bâtiments nucléaires, donc ceux qui vont recevoir les déchets, 2040, et puis des premiers alvéoles à l'horizon 2040 aussi, en commençant par les déchets à moyenne activité, bien sûr, jusqu'à une phase de démantèlement et de fermeture. Le démantèlement, c'est le démantèlement des installations de surface. À la fin, il ne restera rien, c'est ça l'objectif, à l'horizon 2150. Voilà. C'est bon, merci. Temps. Si vous avez des questions, je vais aller un peu vite. J'ai une question. Qu'est-ce qui explique la direction de propagation d'une fissure? Parce que si c'est que énergétique, enfin c'est pas que énergétique, mais pourquoi une fissure aurait tendance, c'est peut-être pas le cas d'ailleurs, à aller dans la direction dans laquelle elle a tendance? Alors, ce qui explique la direction de propagation de fissure, c'est l'état de contrainte locale. C'est-à-dire, si ta plaque, tu tires dans une direction, ou si tu tires dans l'autre, l'état de contrainte ne va pas être le même, et ça, évidemment, ça va expliquer la direction. Après, on a vu, il y avait 2 couleurs dans les fissures, il y avait les rouges et les vertes. Donc les rouges, c'était c'est les fissures dites de mode 1, les fissures qui vont s'ouvrir, et les autres, c'est les fissures de mode 2. Le mode 1 est stable, le mode 2 n'est pas stable.
Donc une fissure, si elle est libre de son chemin, et même si elle est initiée en mode 2, elle va tourner de manière à s'aligner avec les directions du champ de contrainte, de manière à propager en mode 1. Comme un éclair, un peu. Voilà, alors il faut comprendre que la question de la propagation de fissures, c'est une question hyper compliquée, et que, en fait, l'approche énergétique permet d'expliquer beaucoup de choses, mais évidemment, pas forcément de manière extrêmement précise. Mais en fait, on est très content déjà d'avoir des réponses sur est-ce que la fissure va se propager ou pas, et on n'en est peut-être pas encore, on va se dire, en tout cas analytiquement ou du point de vue physique, comme où elle va passer. J'ai une petite question. Du coup, tu as parlé d'un projet qui est à long terme parce que 150 ans et tout, avec des démantèlement à 150, mais en même temps, j'ai vu des chiffres 10 000 ans, 100 000 ans. Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe entre les 150 et les 10 ou 100 000? Bah, comme je disais, le projet actuel consiste à fermer, démanteler les installations, surveiller. J'avoue que je ne sais pas en quoi consiste cette surveillance-là, mais principalement à abandonner quelque part le stockage à la situation dans laquelle il est. L'Andra essaye de démontrer qu'au bout de 10 000 ans, de 100 000 ans, il n'y a pas eu, quels que soient les scénarios qui vont être envisagés, il n'y aura pas eu de propagation des radionucléides au milieu naturel. Oui, c'est ça justement la question. Est-ce qu'on est tranquille à l'instant de OK, surveiller, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque parce que quand même 150 ans sur les 10 000 ou 100 000, c'est rien. Oui, tout à fait. Sur la grande période qui reste, est-ce que... Oui. Bah, la RSN notamment évoque ça justement. Hein. Donc la phase de fonctionnement, c'est pendant les 150 ans. Puis après, la phase de ferme, une fois que le système est fermé, donc la RSN dit qu'aujourd'hui, la démonstration de sécurité est mature avec un certain nombre de points peut-être à consolider. J'ai quitté la thématique il y a quelques années. Il n'y a plus de période de réversibilité. Alors, la période de réversibilité, elle peut intervenir, elle est présente avant la loi qui va autoriser la fermeture. La conception du système de dépôt des colis est aussi, inclut aussi un système où on va ressortir les déchets, les colis de déchets achats. Mais voilà. Question très naïve. Est-ce que c'est un projet purement français? Comment font les autres? Alors, c'est un projet purement français, mais en fait, il se trouve que une bonne dizaine de pays dans le monde ont également choisi de stocker leurs déchets dans des formations géologiques. Okay. Alors, il y a un petit décalage temporel, donc c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Angleterre, plus récemment c'est le cas de la Chine, les États-Unis. Voilà. Comment ? La Suède, voilà. Donc aujourd'hui, il y a un consensus. D'accord. Parce que les autres, en fait, les autres méthodes n'ont pas d'avenir. Voilà. En lien avec ma deuxième question, on fait comment qu'est-ce qu'on fait des déchets aujourd'hui en attendant ça? Oui, alors pour l'instant, ils sont entreposés en surface, dans des installations de l'Andra ou des installations des producteurs. Hein. Bon, je ne sais pas exactement comment ils font. Ils sont stockés donc, dans des colis, dans des piscines, de manière à s'isoler du rayonnement et puis bien sûr de la contamination. Jamais enterré. Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, non. Mais donc, par exemple, la Chine, en ce moment, est extrêmement véloce pour attraper son retard, hein, puisqu'ils ont commencé assez récemment. Et ils ont déjà commencé à creuser un stockage. On ne sait pas trop s'ils vont entreposer des choses ou pas, ou si c'est juste un prototype comme le laboratoire souterrain d'Andra. Mais en tout cas, voilà, l'ensemble des pays aujourd'hui rejoint le mouvement, on va dire, du stockage géologique.